Auréolée de mystère, la bataille de Little Big Horn est entrée de plein pied dans la légende. Une légende marquée par la mort d'un illustre général. Ça a été un choc comparable à celui de l'assassinat du président Kennedy. L'Amérique aime les perdants tragiques. Une légende qui sonne la fin de la liberté dans les Grandes Plaines. La stratégie consistait à trouver les villages indiens et à les détruire. Nous avons fait tout notre possible pour survivre. Plus tard, ce sera l'exécution d'un chef respecté et la naissance d'un mythe américain. Notre imaginaire est peuplé d'Indiens. Little Big Horn est aussi le combat pour l'identité et contre la tyrannie du progrès. Les Indiens l'appellent la bataille de l'herbe grasse. Dans les livres d'histoire, on parle de la bataille de Little Big Horn. Et pour beaucoup d'Américains, il s'agit du dernier combat de Custer. Trois dénominations qui reflètent différents points de vue d'un même événement. Un moment clé qui a transformé le destin de toute une population et façonné la naissance mythique d'une nation. Cette histoire fascinante a durablement marqué les esprits. Après le choc initial, elle a inspiré des reconstitutions et nombre de scénarios de cinéma. Et la légende perdure depuis près de 150 ans. Pourtant, aujourd'hui encore, nous ne savons pas exactement ce qui s'est passé. Si la bataille a eu lieu en juin 1876, ses causes remontent à quelques décennies plus tôt. Tout commence dans les Grandes Plaines, une vaste étendue de prairies à l'est des montagnes Rocheuses. En 1800, plus d'un demi-million d'Indiens issus d'une dizaine de tribus y vivent. Mais leurs jours sont désormais comptés. Quand on évoque la colonisation de l'Amérique du Nord, on pense habituellement à une vague de pionniers qui s'est déplacée d'est en ouest. Mais à vrai dire, le pays a été conquis des deux côtés. Il était plus simple de contourner l'Amérique du Sud en bateau par la Terre de Feu que de traverser tout le continent. C'est pourquoi la Californie, l'Oregon et la vallée du fleuve Columbia étaient déjà colonisées. Les Indiens des plaines ont été relativement épargnés par les conflits militaires jusqu'au milieu du 19e siècle. Lorsque les colons américains atteignent le Midwest, un véritable choc des cultures se produit dans les Grandes Plaines. Le pillage des ressources naturelles va sceller le sort de nombreuses tribus. Les Américains poursuivent un objectif plus large, le progrès de la civilisation. Ils reconnaissent que les Indiens sont de valeureux adversaires, mais leur mode de vie primitif les condamne au déclin. Ils doivent donc embrasser le progrès. Après la fin de la guerre de sécession en 1865, le Midwest devient le nouveau champ de bataille. L'armée se déplace vers l'ouest et conquiert des terres qui étaient occupées auparavant par les Indiens. C'est une page sombre de l'histoire américaine. L'armée ouvre la voie aux chercheurs d'or, aux hommes d'affaires et aux colons qui revendiquent les terres des Indiens. C'est ainsi que le conflit prend sa source dans le berceau spirituel des Sioux Lakota, dans l'actuel Dakota du Sud. Pour en revenir à notre histoire originelle, les Lakota sont issus de la région des Black Hills. C'est là qu'ils ont appris à utiliser le bison pour se nourrir et construire leur logis. Cette région est considérée comme une terre sacrée. En 1868, le traité de Fort Laramie reconnaît les Black Hills comme un territoire Lakota, entraînant par là même la fin des hostilités. La région devient une réserve permanente, ce qui a pour conséquence de priver les Lakota de leur liberté. Un détail qui leur échappe sur le moment. Le but du gouvernement américain est de confiner tous les Indiens dans des réserves.
Ils ne voulaient pas qu'ils se dispersent. Et le seul moyen de les contenir était de les mettre dans des réserves. Cela permettait de garder un œil sur eux. Des dizaines de chefs indiens signent le document. Il y avait deux catégories d'Indiens. Ceux qui signaient le traité et ceux qui ne le signaient pas. Le chef Sioux Sitting Bull fait partie de ceux qui refusent de signer. Très vite, la situation se dégrade dans les Black Hills. Tout de suite après la signature du traité, la rumeur court qu'il y a de l'or. Pour en avoir le cœur net, le gouvernement envoie en 1874 une expédition dirigée par George Armstrong Custer. Durant la guerre de sécession, Custer a été un héros nordiste, bien qu'il soit sorti dernier de l'académie militaire de West Point. Custer avait une longue série de brillantes victoires à son actif. Bien souvent, il avait attaqué des unités confédérées et en était sorti vainqueur, même à Gettysburg. La guerre finie, à 27 ans, il part désormais en guerre contre les Indiens. C'était une personnalité charismatique qui briguait une carrière politique. Sa femme Elizabeth, surnommée Libby, le soutient dans ses grandes ambitions. Elle appartenait à la haute société et venait d'une grande famille d'hommes politiques. Ils voyaient tous deux leur union comme un moyen d'ascension sociale. Ils s'épaulaient l'un l'autre. Tous deux étaient attirés par le pouvoir. Mais leur soif de pouvoir s'avère dangereuse. Ils ne reculent devant rien. Officiellement, l'expédition américaine dans les Black Hills cherche un site pour construire un nouveau fort. En réalité, c'est une chasse à l'or, et Custer, le favori de la presse du 19e siècle, veut être celui qui le trouvera. Plus de 1000 soldats foulent la terre sacrée des Lakota. Ils sont accompagnés de géologues, d'ingénieurs, de mineurs, d'un photographe, d'une fanfare, du fils du président américain et de 300 bœufs pour leur fournir à manger. On ne sait pas s'ils ont trouvé de l'or là-bas ou pas. Un géologue prétend qu'ils n'en ont pas trouvé. Les journaux affirment naturellement le contraire. La ruée vers l'or commence. Après la découverte de couches de roches prometteuses dans le nord des Black Hills, des milliers de personnes confluent vers le territoire des Sioux. Des villes entières comme Deadwood, dans le Dakota du Sud, sont construites à l'intérieur de la réserve. La première vague de colonisation américaine et d'expropriation d'Indiens est liée aux droits miniers et aux droits de coupe de bois. Après l'expédition de 1874, à l'été 1875, il y a plus de 4000 mineurs dans les Black Hills. Ce sont en majorité des hommes qui envoient tous leurs gains à leur famille dans l'Est. C'est de l'argent gagné rapidement et en grande quantité. Le président Grant propose d'acheter les Black Hills pour 6 millions de dollars. Mais les tribus veulent garder leurs terres sacrées. Tous les éléments sont réunis pour un conflit dur. Au fond, ils se battaient pour conserver ce qui assurait la survie de leur communauté, à savoir leur territoire de chasse. Ceux qui ne veulent pas renoncer à leurs terres ni à leur mode de vie ancestral sont désignés comme ennemis. Le terme « ennemi » était utilisé par l'armée américaine pour désigner les Amérindiens qui n'intégraient pas les réserves et s'opposaient au décret qui le leur ordonnait. Sitting Bull rassemble autour de lui les prétendus ennemis. Il envoie ses hommes dans d'autres tribus pour qu'elles rejoignent la résistance. Il en va de la sauvegarde de leur tradition et de leur identité. Les Lakota sont souvent considérés comme des nomades. En vérité, ils n'en étaient rien. Ils suivaient les bisons. C'était un élément essentiel à leur survie. Les bisons fournissent aux habitants des plaines tout ce dont ils ont besoin.
Nourriture, vêtements et peaux, mais aussi outils, cordes, cols, armes et combustible. Pour les chasseurs professionnels, par contre, ils sont avant tout une source d'argent. La chasse industrielle au bison commence véritablement après la guerre de sécession. Ils sont abattus en quantité inégalée jusque-là. Il y a des photos qui me bouleversent chaque fois que je les vois. C'est inimaginable que ce genre de choses soit arrivé. Une montagne de crânes de bison et un homme qui se tient tout en haut. Les os sont utilisés pour produire de l'engrais et de la porcelaine. À partir du cuir, on fabrique des courroies pour les machines. On jette une bonne partie de la carcasse. En 1850, plus de 30 millions de bisons peuplent les grandes plaines. En l'espace de quelques décennies, ils disparaissent presque complètement. Dans les réserves, les rations alimentaires remplacent la chasse. On ne pouvait plus chasser de manière traditionnelle ni subvenir à ses besoins. On dépendait d'autrui. Les derniers Indiens libres des plaines réunis autour de Sitting Bull sont environ 10 000, mais ils représentent une menace pour le système des réserves. À l'été 1876, l'armée se mobilise contre les Indiens pour les ramener dans les réserves. Elle leur adresse un message: si vous ne vous présentez pas aux autorités, vous serez considérés comme des ennemis et nous vous combattrons. Le 17 mai 1876, Custer et son unité de cavalerie quittent le fort Abraham Lincoln dans le Dakota du Nord. Ils sont bien équipés et puissamment armés. Custer et une série d'autres unités militaires partent à la recherche de Sitting Bull, de Crazy Horse, des Cheyennes et des Lakota du Nord. Beaucoup ont quitté les réserves pour rejoindre les Indiens qui vivent encore en liberté dans les plaines. La stratégie consistait à trouver les villages indiens et à les détruire. Une guerre totale. 8 ans plus tôt, en novembre 1868, Custer avait déjà eu recours à cette stratégie aux abords de la rivière Washita, dans l'actuel Oklahoma. Ce premier conflit a été livré contre un groupe de Cheyennes, dirigé par Black Kettle. Ils campaient sur les rives de la rivière Washita. Installés là pour l'hiver, les Cheyennes se sentent en sécurité, car l'armée américaine a promis à Black Kettle de ne pas les attaquer. Mais Custer, qui ne connaissait pas le terrain, est tombé un matin sur ces Indiens. Plus de 100 Cheyennes sont tuées, y compris le chef, Black Kettle. Lorsqu'ils ont fui la cavalerie, le village a été réduit en cendres. Toutes leurs œuvres d'art et leurs objets sacrés ont été détruits. Pour forcer les Indiens à rejoindre la réserve, Custer ordonne le massacre de leurs 650 poneys. La cavalerie capture plus de 50 femmes et enfants. L'une des prisonnières devient même le trophée de Custer. Custer a pris la plus jeune et la plus jolie pour lui, Mona Siita. Les sources historiques livrent peu d'informations sur cette liaison. Selon la tradition orale, Custer aurait eu 1 ou 2 enfants avec elle. On ignore si sa femme, Libby, était au courant de cette liaison. Mais Mona Siita a peut-être pesé dans la promesse que Custer a faite aux Cheyennes. Lorsque les Indiens se sont rendus après la bataille de Washita, ils ont fumé le calumet de la paix et Custer a déclaré « Je ne me battrai plus contre vous ». Mais Custer ne tiendra pas sa promesse. 8 ans plus tard, il fait de nouveau la chasse aux Indiens ennemis, ce qui inclut les Cheyennes et les Lakota.
la tâche s'avère plus difficile qu'il n'y paraît. L'armée américaine était en terrain totalement inconnu. Débusquer les Indiens constituait un gros problème. Sans l'aide des pisteurs, Custer et ses hommes n'auraient sans doute jamais trouvé les Indiens. Ce sont les ennemis des Lakota, les Crows, qui leur servent d'éclaireurs. Cela faisait des décennies que les Crows et les Lakotas se livraient à des escarmouches. Il faut se représenter les tribus des plaines comme de petites nations, avec leurs propres intérêts. Les Lakota avaient quitté les forêts du Minnesota et du Wisconsin pour gagner les plaines. Ils sont devenus d'excellents cavaliers et ont conquis certains territoires des Crows, des Arikara et d'autres peuplades. Toutes les tribus qui ont quitté leur terre d'origine, ou en ont été chassées, ont convergé vers le territoire des Crows. Cela a entraîné des conflits entre les Crows, les Sioux, les Cheyennes, les Arapaho et les Blackfeet. Et bien sûr, les Crows ont défendu leur terre. Fin juin 1876, les éclaireurs de Custer trouvent un campement abandonné par des Indiens ennemis. Les traces indiquent qu'ils sont inhabituellement nombreux. Le 7e de cavalerie part à leur poursuite et parcourt plus de 100 km en 3 jours. Les Lakota que les hommes de Custer vont affronter sont des guerriers redoutés. Les Lakota n'étaient pas très appréciés des autres tribus de la région. Ils passaient pour féroces et violents. Le chef Sitting Bull a une vision. Il voit des hommes blancs fondre sur leur camp. Ils tombaient du ciel, la tête la première, comme des sauterelles, sans chapeau et sans oreilles. Ils n'ont pas d'oreilles était l'expression que les Lakota utilisaient pour dire « vous ne m'écoutez pas ». Les hommes blancs n'écoutent pas. Ils nous ont promis cette terre et ils ne nous écoutent pas. Aujourd'hui, Little Big Horn est synonyme de désastre. Mais à l'époque, Custer était sûr de la victoire. C'est ce qu'on a appelé la chance de Custer. Il y croyait vraiment. Il pensait que les braves et les impétueux étaient récompensés. Pour encercler les Sioux, Custer divise son régiment en 3 colonnes, si bien que ses hommes sont coupés les uns des autres. Il se retrouve face à des milliers de guerriers, alors qu'il n'en attendait que quelques centaines. Il a complètement sous-estimé leurs effectifs et surestimé ses forces. Les Indiens sont 10 fois plus nombreux que les soldats de Custer. En seulement 2 heures, la chance l'abandonne. C'est l'un de ces éclaireurs qui va transmettre la nouvelle. Curly, l'éclaireur Crow, ne parlait pas bien l'anglais. Il utilisait donc la langue des signes. Ce que Curly révèle met le pays en état de choc. George Custer et tous ses hommes sont tombés ce jour-là. Soit plus de 200 soldats. Parmi eux, 2 frères de Custer et son beau-frère. Le télégraphe était relativement nouveau à l'époque. La première nouvelle de la bataille est parvenue le 5 juillet au bureau télégraphique de Bismarck, dans le Dakota du Nord. Les rédactions de journaux là-bas ont affirmé avoir travaillé toute la journée et envoyé plus de 40 000 mots par télégraphe. Dès que les bureaux de Saint-Paul et Fargo ont ouvert le matin, les télégraphistes se sont mis à la tâche et ont travaillé 26 heures d'affilée.
Il y avait tellement de bureaux de télégraphe et de journaux partout aux États-Unis, dans les petites comme dans les grandes villes, que la plupart des Américains ont appris la nouvelle de la bataille exactement en même temps. Ça a été pour le pays un choc comparable à celui de l'assassinat du président Kennedy. La nouvelle tombe au moment même où les Américains entrevoient un avenir radieux en célébrant le centenaire de leur nation. Beaucoup estiment que les conflits avec les Indiens appartiennent au passé et les croient incapables de vaincre un régiment de l'armée américaine. Une défaite qui se solde par la mort d'un héros national est tout simplement inconcevable. Custer a mené cette bataille pour le pouvoir et la gloire, mais aussi par goût du spectacle. Voilà le genre de général qu'il était. Il s'est retrouvé sous le feu des projecteurs et il est passé pour un héros. Mais c'est surtout à sa mort qu'il acquiert une notoriété sans égale. C'est dû en partie au fait que l'Amérique aime les perdants tragiques. La presse est obsédée par cette histoire. La bataille de Little Big Horn est littéralement entrée dans la conscience nationale américaine. Dans tout le pays, les gens voulaient savoir les noms des officiers et des soldats qui avaient été tués. Ils voulaient connaître leur biographie, leurs histoires. Quelques semaines plus tard, le légendaire artiste de scène Buffalo Bill attise le feu en se livrant à un acte de vengeance publique. Après la bataille, Buffalo Bill a tué un guerrier Cheyenne. Il a pris son scalp et l'a soulevé en disant « C'est le premier scalp pour Custer ». La presse diffame Sitting Bull, faisant de lui l'assassin de Custer. L'intéressé rétorque « On dit que j'ai tué Custer. Mensonge. C'était un idiot qui a couru à sa perte. » Si tous les journaux américains font leur une sur la bataille de Little Big Horn, ils livrent peu de détails sur les faits. Il n'y a pas eu de survivants dans les rangs de la cavalerie commandée par Custer. Et comme il manquait de sources fiables, l'opinion publique américaine a sans cesse questionné ce qui s'était vraiment passé. C'était la théorie du complot des années 1870. Les rumeurs s'amplifient. Les journaux affirment que les Indiens ont arraché et dévoré le cœur du frère de Custer, Tom. On dit que son fils, à moitié Sioux, a été tué à Little Big Horn et que les morts ont été atrocement mutilés. Custer est le héros de toutes ces histoires. Il ne restait plus personne en vie pour raconter la véritable histoire, ce qui laissait le champ libre aux élucubrations et aux fantasmes. Personne ne pouvait rester insensible au caractère dramatique de ce dernier combat. Walt Whitman a écrit un poème sur Custer pour le New York Daily News. Une strophe en particulier est consacrée au héros. Tes cheveux ensoleillés, flottant au combat. Pour lui, c'était mieux que du Shakespeare, et même que du Homère. C'était quelque chose de foncièrement américain. La marque Anheuser-Busch utilise un tableau du dernier combat de Custer pour promouvoir sa bière. Les affiches accrochées dans 150 000 saloons du pays font de la légende de Little Big Horn l'un des meilleurs coups de com' de l'histoire. Les gens regardaient avec admiration ces imposants guerriers et Custer, le sabre à la main, se battre vaillamment jusqu'à la mort. J'ai grandi avec cette image de la bataille de Little Big Horn. George Custer dans sa veste en peau de daim, son revolver à la main, livrant son dernier combat. Mais ça ne s'est pas passé comme ça. Ces représentations sont totalement fantaisistes. Custer a été tué bien avant la fin de la bataille. En l'attaquant, les Indiens ne savaient même pas que c'était lui qui menait l'offensive. Les survivants indiens brossent un tableau bien différent des événements. Quand on les a amenés dans les réserves, on leur a demandé ce qu'ils avaient vu durant la bataille. Le témoignage le plus impressionnant est peut-être celui du chef Lakota, Red Horse.
Le matin du 25 juin, il ramassait des navets avec quelques femmes. Lorsqu'il a entendu des chevaux approcher et qu'il a vu des nuages de poussière, il a compris qu'ils allaient être attaqués. Bien que vainqueur, Red Horse finit par se rendre en 1877. Son récit de la bataille anéantit tout espoir de retrouver des soldats survivants. Il a répondu aux questions de l'opinion américaine en disant qu'ils avaient tous été tués, qu'aucun n'avait été épargné, pas même l'espace de quelques minutes. Le traducteur de Red Horse était sans doute John Bruguier, à moitié français, à moitié Lakota, frère adoptif de Sitting Bull et lointain ancêtre de Sarah Sadleir. Je descends des Lakota Miniconjou. J'ai trouvé son nom dans l'histoire de ma famille. J'ai reconstitué mon arbre généalogique et j'ai découvert que c'était le frère de mon arrière-arrière-arrière-grand-mère. Le témoignage de Red Horse a ceci d'exceptionnel qu'il est accompagné d'illustrations. Ces 42 dessins font aujourd'hui partie de la collection anthropologique de l'Institut Smithsonian de Washington. Les couleurs sont incroyables. Elles sont si bien conservées. L'anthropologue Candace Green est spécialiste de l'art amérindien. Ce qui frappe d'emblée, c'est la taille des travaux de Red Horse. Il a utilisé de très grandes feuilles de papier, de dimensions hors normes. La plupart des artistes dessinaient dans de petits carnets de ce type. C'est ce qu'on appelle le ledger art. Le nom vient des grands livres de comptes, ledger en anglais, qui constituaient une source abondante de papier pour les Indiens des réserves. Les feuilles de grand format ont été fournies par un médecin qui avait créé un guide sur le langage des signes des Indiens des plaines dans les années 1880, destiné à l'Institut Smithsonian. Les dessins de Red Horse devaient servir à vérifier l'exactitude des informations du guide. Ces scènes détaillées de la bataille entière sont tout à fait inhabituelles. En général, les dessins des Indiens des plaines représentent le point de vue d'une seule personne. Chaque homme dessinait ses propres expériences, plutôt que celles des autres. Non seulement Red Horse illustre les expériences d'autres combattants, mais il fait preuve d'une précision minutieuse, comme le révèlent les recherches de Sarah Sadleir. Si on consulte d'autres descriptions, on s'aperçoit que les blessures qui y sont décrites correspondent bien à la représentation du champ de bataille. Ça nous permet d'identifier certains de ces soldats. C'est incroyable, cette profusion de détails et ce degré de précision dans une scène en apparence chaotique. Red Horse montre l'horreur de la bataille. Il n'éprouvait aucune honte. Il ne dessinait pas pour l'homme blanc, mais pour un ami médecin qui voulait une représentation fidèle de la bataille. On voit des hommes scalpés et démembrés, des Indiens morts et des Blancs morts. Les unes des journaux ont raison sur un point. Les corps des hommes morts ont été sauvagement mutilés. Après le combat, une poignée d'Indiennes sont allées sur le champ de bataille pour mutiler les corps des soldats de la cavalerie qui avaient péri là. Ce qui nous paraît macabre relève en fait d'une tradition ancestrale. On dit que les femmes agissaient ainsi pour que ces soldats ne reviennent pas faire du mal aux leurs dans l'au-delà. Des femmes cheyennes retrouvent le corps de Custer et se souviennent de la promesse qu'il a faite après le massacre de la Washita et qu'il n'a pas tenue. Les femmes ont pris des poinçons, les ont plantés dans ses oreilles et ont percé ses tympans. C'était leur manière de dire « La prochaine fois, tu auras intérêt à mieux écouter ». Il n'y a en revanche pas de preuve qu'un enfant de Monassi Ita et de Custer soit mort à Little Big Horn. Et Custer lui-même ne figure pas sur ces dessins.
Personne ne semble savoir qui a tué Custer. C'est arrivé dans le feu de l'action. Les dessins contredisent encore un autre mythe. Malgré les atrocités commises, aucun élément ne prouve que le cœur de Tom Custer ait été arraché de sa poitrine. Le chef Lakota Rain in the Face, pluie sur le visage, qui avait été un jour arrêté par Tom Custer, a affirmé après la bataille avoir dévoré son cœur. Mais il démentira plus tard. Ce dessin représente des guerriers qui quittent le champ de bataille en liesse. Certains emmènent avec eux des chevaux comme précieux trophées de guerre. Sarah Sadleir pense avoir fait une autre découverte. Ah, l'artiste lui-même. L'artiste lui-même. Il nous regarde du coin de l'œil. C'est un des personnages les plus détaillés. Mais le témoignage détaillé de Red Horse ne peut pas rivaliser avec l'avalanche d'articles de presse qui érige Custer en véritable héros. La veuve du général, Libby, sort de son deuil pour asseoir la légende. Libby devient une veuve professionnelle qui gagne sa vie en amplifiant l'histoire de son mari et en faisant de lui un héros. Elle donne de nombreuses conférences sur le sacrifice que son mari a consenti pour la patrie. Mais sa version des faits tient plus de la fiction que de la réalité. Bien sûr, les faits sont moins passionnants que les histoires qu'on a envie de croire. Libby Custer a beaucoup fabulé sur sa vie avec son mari et l'engagement de celui-ci dans la cavalerie. À l'époque, ses détracteurs se sont retenus en raison de son statut de veuve. Ils ont voulu attendre qu'elle soit morte. Mais elle a vécu jusqu'à plus de 90 ans. Affabulation ou pas, Libby fait entrer son mari au panthéon des héros américains. Mais c'est un autre personnage haut en couleur qui transformera la tragédie en un reality show avant l'heure. Quelques années après Little Big Horn, le pisteur, chasseur de bisons et comédien Buffalo Bill crée le Wild West Show, un spectacle itinérant extravagant sur le Far West. Il attendait cette occasion depuis la bataille pour venger Custer. Il empruntait des éléments de la vie réelle pour donner un aspect plus authentique à son spectacle. Chevaux, lasso, cavalcade, tir, tout ça faisait partie du show. Le dernier combat de Custer est le clou du spectacle. Bien avant le cinéma et la télévision, le Wild West Show rend l'histoire vivante. Le Montana est assez isolé. La plupart des gens n'y viendront jamais. C'est pourtant formidable d'être assis dans l'arène et d'assister au spectacle. Tout est là, juste devant vous. Les armes, le bruit et la poussière. Comme en vrai. Mais la plus grande attraction, ce sont les véritables Indiens qui apparaissent dans le spectacle de Buffalo Bill. Quand les Amérindiens étaient encore perçus comme une menace, on les représentait sous les traits de sauvages. Mais dès qu'ils ont été domestiqués, ils sont devenus source de nostalgie. Pour les Indiens, le spectacle est une chance d'échapper à la morne vie dans la réserve. Selon les sources historiques, Buffalo Bill paie bien ses comédiens. Le Wild West Show est lancé avec 36 Pawnees. Puis Buffalo Bill engage des Sioux de la réserve de Pine Ridge. Il finira par en employer 100 à la fois. Ces spectacles offraient une soupape de sécurité aux Indiens qui souffraient de la pression de l'assimilation. Ça leur permettait de s'évader et de faire quelque chose. Pour engager des comédiens dans les réserves, Buffalo Bill doit mener d'intenses négociations avec le gouvernement. Il ne faut pas oublier que les guerres indiennes n'étaient pas finies.
Les 10 premières années où le spectacle s'est joué, le gouvernement et l'armée combattaient toujours en territoire indien. Il est presque inconcevable que cela se soit produit en même temps que les représentations. Plus inconcevable encore, l'un des comédiens est Sitting Bull en personne. Après la bataille de Little Big Horn, il quitte les États-Unis pour échapper aux représailles. Sitting Bull et ses partisans se sont enfuis au Canada. Ça a créé un incident diplomatique parce que les États-Unis voulaient que Sitting Bull et ses compagnons se rendent aux autorités américaines. Faute de gibier, Sitting Bull est contraint de conduire son peuple affamé vers le sud et de vivre dans une réserve. Une fois là, il refuse de devenir paysan. Il utilise sa notoriété en vendant des autographes et en se faisant payer pour être pris en photo. Sitting Bull l'a parfaitement exprimé. Nous avons fait tout notre possible pour survivre. En 1885, il accepte de participer au spectacle de Buffalo Bill. Le faire jouer devant le public n'a pas été une mince affaire. Il obtient un cachet faramineux de 50 $ par semaine et conserve le droit de vendre des autographes. Sur les premières photos de promotion, on le voit se tenir maladroitement aux côtés de Buffalo Bill, un homme dont le nom est associé à l'éradication du bison. Sa présence apporte une certaine crédibilité au spectacle. La mise en scène de Buffalo Bill familiarise le public américain avec la bataille de Little Big Horn. Les gens le sifflent et le huent. Il reste stoïque. Ça n'a pas vraiment l'air de le perturber. Sitting Bull se lie d'amitié avec l'une des comédiennes. Annie Oakley. Il la surnomme Little Sure Shot. La petite femme au tir sûr. Et l'adopte, symboliquement. Elle dira plus tard qu'il a fait d'elle son chouchou. Le Wild West Show représente des batailles d'Indiens, des chasses aux bisons, des attaques de diligence et bien sûr les exploits de Custer. La troupe se produit chaque année dans 50 villes des États-Unis et d'Europe. Elle donne même une représentation devant la reine Victoria en l'honneur de son jubilé d'or. Mais l'agent de la réserve de Standing Rock n'autorise pas Sitting Bull à continuer de jouer. C'est ainsi qu'il retourne dans la réserve en 1886, après seulement une saison. Dans la réserve, Sitting Bull se met délibérément à l'écart. Il se construit une cabane au bord de Grand River. Ses partisans se rassemblent autour de lui, hors de vue de l'agent de la réserve, ce qui rend ce dernier suspicieux. Un nouveau mouvement spirituel se répand parmi les Indiens, ce qui ne fait que renforcer la suspicion. Les peuples des plaines s'intéressent à ce qu'on appelle aujourd'hui la danse des esprits. Le mouvement de la danse des esprits a été l'une des dernières tentatives de préserver le mode de vie ancestral. Les Indiens pensaient pouvoir ressusciter les bisons et leurs proches défunts et faire revivre leur tradition en dansant. C'est vraiment une lueur d'espoir pour les peuples autochtones de l'Ouest. Les adeptes de la danse des esprits croient même que leur tenue les protège des balles. Le camp de Sitting Bull, sa cabane, devient un refuge pour les adeptes de la danse des esprits. Il est tenu pour un adversaire du gouvernement et la danse des esprits est considérée comme une pratique dangereuse. En décembre 1890, le bruit court que Sitting Bull s'apprête à quitter la réserve, ce qui précipite son arrestation. Mais rien ne se passe comme prévu. Le matin du 15 décembre 1890, Sitting Bull est tué. Il a 60 ans. Sa mort déclenche une émeute qui fait 14 victimes, dont son propre fils. Plus de 200 de ses partisans se dispersent.
38 d'entre eux rejoignent un autre groupe de danseurs. Mais la danse des esprits ne les protège pas des balles. Deux semaines plus tard, 300 hommes, femmes et enfants sont massacrés par des soldats américains alors qu'ils campent dans la neige près de la rivière Wounded Knee. À partir de là, il n'y a plus eu de guerre indienne dans les plaines. L'industrie du spectacle n'en continue pas moins à faire ses choux gras de la tragédie des Indiens. La mort de Sitting Bull est reconstituée à l'exposition universelle de Chicago en 1893. On peut même y voir sa cabane. Après une tournée en Europe, Buffalo Bill revient aux États-Unis. Il parvient à faire sortir 23 Indiens de la prison de Fort Sheridan, dans l'Illinois, et les prend sous son aile. Anciens adeptes de la danse des esprits, ils sont présentés comme des prisonniers de guerre. Lors de la reprise du spectacle, leur notoriété attire les foules jusqu'en Allemagne en 1891. Buffalo Bill mêlait faits historiques et effets scéniques pour donner aux Américains une vision du Far West. Mais c'était sa vision à lui. Ainsi, les coiffes à plumes sont relativement rares chez les Indiens. C'était un honneur qui se méritait. Buffalo Bill propage une image d'Épinal de l'Ouest américain, celle de l'Indien des plaines portant une coiffe de guerre en plumes d'aigle. Aujourd'hui, cette image est utilisée pour vendre tout et n'importe quoi, de la levure en poudre au whisky. C'est un phénomène sans équivalent. Aucun autre pays au monde ne reproduit avec autant d'ardeur l'imagerie d'un groupe de la société. Avant les guerres dans les plaines et la bataille de Little Big Horn, ce n'était pas une représentation courante. La mythologie américaine s'enrichit alors de nouveaux clichés sur les sauvages. Cette iconographie montre toujours des Indiens figés dans le passé. Cela empêche les Américains de comprendre vraiment qui sont les peuples autochtones d'Amérique du Nord. Notre imaginaire est peuplé d'Indiens qui nous apparaissent à travers des événements majeurs comme la bataille de Little Big Horn. Bien que célébré par l'industrie du divertissement, le Far West n'a plus aucune réalité. Les bisons ont quasiment disparu. Les voies ferrées relient dorénavant les côtes et des clôtures quadrillent les grandes plaines. Dans les années 1890, les États-Unis déclarent que la conquête de l'Ouest est achevée. Tous les territoires sont désormais occupés. Même si les Indiens ont gagné la bataille de Little Big Horn, il est clair à présent qu'ils ont perdu la guerre. Dans les réserves, l'objectif affiché est « tuer l'Indien pour sauver l'homme ». Dès l'âge de 4 ans, les enfants sont arrachés à leur famille pour être scolarisés. Ils ont tenté de construire des internats dans les réserves. Mais ils se sont aperçus que ça ne fonctionnait pas parce que les enfants pouvaient rentrer chez eux, dans leur famille. Alors ils ont eu la géniale idée de les envoyer au loin. En cas de refus, ils les menaçaient de les priver de rations alimentaires. On leur coupe les cheveux et on leur interdit de parler leur langue. Ces jeunes n'étaient pas formés pour devenir enseignants, médecins ou avocats, mais infirmières, femmes de ménage ou simples techniciens. Voilà les métiers qu'ils apprenaient dans ces institutions. Il y a la croyance ferme et naïve que c'est vraiment la bonne manière de procéder, que le progrès de la civilisation exige que tout le monde suive cette voie, et que si on ne le fait pas, on n'a pas d'avenir. Un autre avenir pour les Amérindiens n'était tout simplement pas imaginable. Reste un paradoxe. Alors qu'on prive les Indiens de leur culture, on glorifie l'époque du Far West.
Les Américains voient la conquête de l'Ouest comme un chapitre capital de leur histoire. Un chapitre qui a façonné l'identité américaine à travers l'esprit pionnier et l'individualisme forcené. Ironie de l'histoire, l'image de l'Indien des plaines évoque pour eux un passé idéalisé. Une photographe s'efforce de montrer une autre image des Indiens. Loin des stéréotypes. Gertrude Käsebier ouvre un studio en 1898 à New York, sur la 5e avenue. Elle devient rapidement la photographe portraitiste la plus en vue d'Amérique. Gertrude Käsebier est l'Annie Leibovitz de son temps. Un jour qu'elle est dans son studio, elle regarde par la fenêtre et voit la troupe de Buffalo Bill défiler dans la rue et se diriger vers le Madison Square Garden. Buffalo Bill joue la bataille de Little Big Horn, le dernier combat de Custer, au Madison Square Garden. Le spectacle bénéficie même de l'éclairage électrique et de décors gigantesques. Dans le public se trouvent des célébrités comme Mark Twain. Selon le New York Times, le spectacle garantit le grand frisson. Gertrude Käsebier propose aux comédiens de poser devant son objectif. Elle s'intéresse aux Indiens des plaines depuis l'enfance, lorsqu'elle parcourait les prairies en roulotte et jouait avec les enfants des tribus locales. Les comédiens sont venus en tenue complète, avec toutes sortes de coiffes et des couvertures. Mais Gertrude Käsebier considère ces portraits comme des documents humains. Elle photographie les comédiens sans perles ni plumes pour saisir leur véritable personnalité au-delà de la représentation. Elle a voulu créer un cadre très différent de celui de ses portraits commerciaux. Elle a appris à connaître ses modèles. C'était pour elle un projet très personnel et elle n'avait aucune intention de vendre ses photos. Les clichés de Gertrude Käsebier dévoilent une vérité dissimulée. Si les Indiens ont été craints et arrachés à leur culture, ils n'en sont pas moins admirés. Les Amérindiens sont clairement américains. Dans les années 1890-1900, les États-Unis tentent désespérément de se forger une culture propre en s'affranchissant de l'Europe. Ils s'interrogent sur ce qui les distingue des autres, ce qui fait leur particularité. C'est ainsi que les Indiens deviennent foncièrement profondément américains. Les Sioux Lakota continuent à se battre pour leurs terres. Depuis plus de 60 ans, ils sont engagés dans une bataille judiciaire pour récupérer les Black Hills. En 1980, l'affaire est renvoyée devant la Cour suprême des États-Unis. Under the 1868 treaty, the United States promised to keep whites out of the Great Sioux Reservation, and it had a military obligation to do so. Ils ont obtenu gain de cause. La Cour leur a proposé un montant important. Mais une fois encore, les Lakota ne voulaient pas d'argent, ils voulaient la terre. Jusqu'ici, les Sioux refusent les dommages et intérêts qui s'élèvent désormais à plus d'1 milliard de dollars. Aucune somme d'argent ne peut rétablir la justice quand on a subi de tels préjudices. Sur la terre spoliée, la mine de Homestake a livré plus de 1500 tonnes d'or en 125 ans, soit 10% du stock américain. Depuis un siècle et demi, Little Big Horn suscite bien des émois. La conquête impérialiste est une chose terrible. Alors, comment peut-on en faire une histoire épique? Les légendes du Far West cimentent l'esprit de conquête américain. C'est cette vision romantique qui perpétue l'image d'un Custer brillant, courageux et tragique, et minimise le rôle des Amérindiens qui ont combattu vaillamment ce jour-là. C'est le propre de toute tragédie. Du moment où l'on ne risque plus rien, on peut y repenser avec plaisir.
Le stéréotype de l'Indien du 19e siècle occulte la réalité de sa vie aujourd'hui. Nous sommes toujours là, mais nous ne nous habillons plus comme avant. Et les dessins contemporains montrent l'Indien du 21e siècle. Avec plus de 500 communautés reconnues au niveau fédéral, nous sommes un groupe diversifié. Aujourd'hui encore, la bataille de Little Big Horn se rejoue sur la terre des Crows. C'est un spectacle donné par des Indiens modernes, pour un public moderne, mais qui vise bien plus que commémorer un moment de gloire. Les jeunes hommes aiment se peindre le visage et monter à cru. Ils y retrouvent une identité indienne. Le contact avec le cheval, ils l'ont dans la peau. Que l'on célèbre les vainqueurs de Little Big Horn, ou que l'on dissèque le mythe du dernier combat de Custer, la véritable force de cette bataille réside sans doute dans les émotions qu'elle éveille dans les deux camps. C'est un moment clé de l'histoire des États-Unis et un élément fondateur de l'identité américaine.